Dans un pays où l'alcool est presque totalement interdit, une petite communauté continue de presser le raisin pour faire du vin et l'offrir à ses dieux. Dans une région du monde où la plupart des mariages sont arrangés par les parents, une cérémonie marque le départ de l'épouse avec un nouvel époux, et uniquement avec lui. Ce dernier doit rembourser sa dette en bétail. Caché au cœur des vallées les plus escarpées de la chaîne de l'Hindoukouche. Près de 4000 personnes vivent encore aujourd'hui et parlent une langue unique au monde. Nombre d'entre elles ont les yeux verts ou bleus. Leur dieu existait bien avant l'arrivée de l'islam. Et une légende ancestrale, chuchotée à voix basse, raconte que le sang des soldats laissés par Alexandre le Grand coule dans leurs veines. Ils se nomment les Kalash. Leur foyer se situe dans 3 vallées isolées du nord du Pakistan. Et pendant les 100 prochaines années, les jeunes Kalash décideront en silence de la survie de leur monde. Descendants d'Alexandre le Grand. Pénétrez dans une vallée, découvrez les Kalash et leur musique. Vin et costumes vous attendent. Le regard est immédiatement attiré par leurs yeux. Près d'un tiers des Kalash perçoivent le monde avec des yeux clairs, parfois bleus, parfois d'un vert ou gris inhabituel. Dans un pays où presque tous ont les iris bruns foncés. Leurs cheveux varient du blond au brun. Leur peau est claire. Ils semblent détonner à tous égards. Cette simple impression a alimenté l'une des légendes les plus tenaces d'Asie centrale. Selon la légende, ils seraient les descendants des Macédoniens. Lorsqu'Alexandre mena ses armées vers ce qui est aujourd'hui le nord du Pakistan, vers 320 avant Jésus-Christ, certains de ses soldats, lassés de la campagne, épousèrent des femmes de la région et s'y installèrent définitivement. D'après cette version, les Kalash seraient les descendants de ces soldats épuisés. Une étude importante publiée en 2015, ainsi qu'une analyse phylogénétique ultérieure en 2025, n'ont trouvé aucun signe convaincant d'ascendance grecque. Ce qu'ils ont découvert était encore plus surprenant. Les Kalash se sont révélés être un groupe ancien et génétiquement isolé. Séparés des populations voisines il y a entre 2200 et 3000 ans, à peu près à l'époque d'Alexandre le Grand, ils conservent, pour des raisons qui lui sont indépendantes, une même dérive génétique avec les chasseurs-cueilleurs paléolithiques d'Eurasie, une lignée presque fantomatique qui a contribué au peuplement de l'Europe et du Proche-Orient. Ainsi, les Kalash ne sont probablement pas grecs, ils sont bien plus étranges. Ils sont une fenêtre vivante sur un chapitre plus ancien et en quelque sorte oublié de l'histoire humaine. Et ce chapitre continue de vivre dans l'Hindoukouche à travers 4000 personnes. Le festival où les épouses peuvent choisir à nouveau. Chaque printemps, du 13 au 16 mai, les 3 vallées de Kalash s'éveillent au rythme du festival Chilim Yoshi. Les tambours résonnent contre les falaises. Des chèvres sont offertes en sacrifice sur des autels dressés dans les montagnes. Les jeunes femmes tressent leurs cheveux, ornent leurs coiffes de noix et de fleurs d'abricotier, et dansent en longues processions ondulantes jusqu'à une heure avancée de la nuit. Vu de l'extérieur, Yoshi ressemble à une cérémonie printanière haute en couleurs. Pour les jeunes célibataires qui apprécient Kalash, c'est le festival de l'amour. Au fil des festivités, un jeune homme et une jeune femme célibataires peuvent annoncer leur union sans que leur famille ait besoin de se réunir. Il n'y a pas de négociation. Ils repartent ensemble. La communauté reconnaît cet acte comme un véritable mariage. L'accord repose entièrement sur la volonté des 2 parties. Ce qui surprend véritablement les visiteurs vient ensuite. Si une femme Kalash, une femme mariée, tombe amoureuse d'un autre homme, elle est libre de le choisir. Même lors du mariage de Yoshi, aucun scandale public n'éclate. Le nouveau couple est tenu de dédommager l'ex-mari de la femme, presque toujours avec des animaux. La tradition veut que le nouvel époux offre le double de la valeur des présents offerts par le premier mari de la mahari lors du mariage. En pratique, cela signifie généralement 6 à 10 chèvres et un taureau. Un nombre considérable dans ces montagnes. Comme l'a souligné un Kalash dans un commentaire YouTube, le mariage dans les vallées est encore perçu comme un lien sacré. La grande majorité des couples restent ensemble. Le droit de se séparer existe, mais il constitue une sécurité et non un simple passe-temps. Ainsi, dans une région où la plupart des femmes n'ont pas voix au chapitre quant au choix de leur époux, cette tradition distingue la culture Kalash de presque toutes les autres au Pakistan. Les femmes des vallées Kalash. Presque chaque détail visible d'une femme Kalash, ses vêtements, son visage, ses gestes de salutation, et même sa coiffe, révèlent quelque chose de concret sur son identité. La robe noire traditionnelle est appelée chat. De loin, elle peut paraître simple, mais en y regardant de plus près, on découvre des milliers de points rouges, orange intense, jaune et turquoise. Chaque partie, patiemment brodée pendant des semaines, rend la coiffe encore plus impressionnante.
La version de tous les jours s'appelle Kupa, tandis que celle portée lors des fêtes est appelée Chicheya. Une collection complète de coquillages pour une célébration peut compter plus de 5000 pièces. Coquillages, perles de verre et plumes d'oiseaux sont disposés un à un pendant 4 à 6 mois. Ces coquillages proviennent de l'océan Indien, un rappel silencieux que ce peuple montagnard commerçait avec la mer bien avant l'arrivée de la modernité. De nombreuses femmes âgées ont de petits tatouages sur les joues, le front et le menton. En langue kalash, ces tatouages sont appelés istian, une petite croix, une fleur à 4 pétales, un petit soleil. Les anthropologues les décrivent à la fois comme des marques protectrices, des ornements et des signes de passage à l'âge adulte. La plupart des jeunes femmes ne se font plus tatouer. C'est pourquoi, si vous croisez aujourd'hui une femme avec un tatouage de soleil estompé sur la joue, vous voyez un fragment d'histoire qui risque de disparaître pour la génération suivante. Les femmes kalash se saluent d'une manière qui leur est propre. Les jeunes filles prennent la main d'une femme plus âgée et lui embrassent doucement le dos de la main. De nombreux visiteurs décrivent ce geste comme l'une des expériences les plus touchantes qu'ils aient vécues. Une spectatrice a écrit qu'elle n'avait jamais vu de sourire aussi sincère et libre que ceux des femmes kalash. Il y a aussi les couronnes de fleurs que les jeunes filles kalash portent pendant le Ushao, en août. Lorsqu'une jeune femme orne sa coiffe de fleurs fraîches, elle annonce au village qu'elle a atteint l'âge adulte. Maintenant, elle peut danser, choisir un partenaire et se marier, tout comme avec les tatouages et le chia. Aucun accessoire moderne ne peut remplacer cette signification. 20. Dieu et 3 fêtes. Environ 97% de la population pakistanaise est musulmane et la consommation d'alcool est largement interdite par la loi islamique. Cependant, une disposition constitutionnelle mineure autorise les minorités non musulmanes à produire du vin à des fins religieuses. Les kalash bénéficient de cette exception. Ainsi, au sein de leur communauté, ils produisent du vin pour les rituels. Dans les vallées, il est possible d'acheter du vin de raisin artisanal sans enfreindre la loi pakistanaise. Avant l'offrande, les hommes se lavent les mains et désinfectent la lame du couteau avec du vin. Après l'offrande, le vin est distribué avec de la viande rôtie, à l'image du pain et du calice partagé par les fidèles chrétiens. Chez les kalash, ce vin s'appelle Tara. Il appartient au monde sacré et n'est pas destiné à la consommation courante, mais cette exception pourrait ne pas durer. En 2024, un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale du Pakistan proposait de supprimer cette exception concernant l'alcool pour les minorités non musulmanes. Si cette proposition est adoptée, le vin kalash pourrait devenir illégal pour la première fois de l'histoire. Leur année rituelle est rythmée par 3 fêtes majeures. Chilim Yoshi est célébré du 13 au 16 mai et bénit les semailles de printemps. UAU, aux alentours du 22 août, rend grâce pour la récolte des noix, des abricots et du raisin. Le festival Chameau, qui se déroule du 7 au 22 décembre, est le plus important de tous. Il est dédié à Balumen, une divinité héroïque qui, selon les kalash, revient dans les vallées à cheval lors du solstice d'hiver. Leur calendrier cérémoniel est entièrement régi par le Survijajek, un ancien calendrier solaire basé sur l'observation du lever du soleil derrière des sommets spécifiques. C'est la seule pratique de ce type reconnue par l'UNESCO. Elle est protégée en tant que partie intégrante du patrimoine culturel immatériel du Pakistan depuis 2018. Le régime kalash. Si la langue forme le squelette des kalash, la nourriture en est le cœur. Leur menu est simple car, depuis des siècles, ils se nourrissent de cette viande. Les kalash consomment presque exclusivement ce que leur vallée peut produire. Leur alimentation quotidienne s'articule autour de la noix. Les femmes broient les noix avec de la farine de blé, pétrissent la pâte et cuisent d'épaisses miches dans des fours en argile. On obtient ainsi un pain dense, légèrement sucré à la texture un peu huileuse. Il est si important que l'on croit même que les esprits des morts le désirent. Et lors de la cérémonie du mandé, les femmes préparent le pain aux noix en premier, avant tout autre aliment. Autour de ce pain se tisse un réseau simple de produits laitiers. Les familles élèvent des chèvres, parfois même sur leur toit, où les animaux gravissent les marches de pierre avec une aisance déconcertante. Le lait est transformé en beurre et en gui, un beurre clarifié lentement qui se retrouve dans presque tous les plats cuisinés. Le petit lait devient du lassi. Du fromage de chèvre frais est servi quotidiennement. Le fromage de chèvre affiné est plus difficile à trouver. Certaines familles kalash conservent leurs meules de fromage dans des cuves en bois bien préservées, cachées dans des grottes de montagne où elles mûrissent pendant 6 mois, voire 1 an. Leur saveur est profonde, salée et presque umami. Pour l'accompagner, les hôtes servent souvent un thé noir corsé,
préparé sans lait ni sucre, accompagné d'un pain plat et fin appelé chipati. On trouve également du vin élaboré à partir de raisins locaux, ainsi que des noix, des abricots et des poires provenant des vergers familiaux. Une phrase revient toujours à l'esprit de ceux qui ont séjourné dans ces vallées. J'ai rencontré un charpentier Kalash nommé Wally, qui vit dans la plus vieille maison de la vallée de Rombur. Un jour, on lui a demandé quel était le secret de sa longévité. Il a marqué une pause, a souri et a répondu qu'avant l'avènement de l'alimentation industrielle, ils préparaient eux-mêmes leur fromage, leur beurre et leur lassi, et savaient toujours exactement ce que contenaient leurs aliments. Voilà, selon lui, le secret. Une précision s'impose. Les Galaches ne vivent pas toujours exceptionnellement longtemps. Leur espérance de vie moyenne se situe entre 65 et 70 ans, un âge proche de la moyenne nationale au Pakistan. Le secret de Wally réside dans sa façon d'appréhender le monde, non dans une garantie de longévité. Mais à une époque où de nombreuses cuisines dépendent des emballages plastiques, sa philosophie pourrait bien devenir son héritage le plus précieux. Un mariage sans vœux, des funérailles sans larmes. Dans la plupart des sociétés, mariage et funérailles semblent être aux antipodes pour la famille Cash. Pourtant, tous deux partagent un même secret. Tous deux sont guidés davantage par le cœur que par la famille. Un mariage entre personnes de même sexe commence généralement par une fugue amoureuse. L'amour. Un jeune homme et une jeune femme s'éloignent simplement ensemble, en silence. Ils se rendent chez lui, et le lendemain matin, leurs proches informent la famille de la jeune femme. Les anciens du village se réunissent et posent à la mariée une simple question. « Es-tu venu de ton plein gré ?» Si elle acquiesce, le mariage est accepté. Il n'y a ni prêtre, ni acte officiel. Ensuite, les familles échangent des cadeaux pendant plusieurs jours. Le 4e jour, l'oncle maternel de la mariée se rend chez le marié et reçoit un taureau et un fusil. Cette tradition confirme silencieusement l'union des deux clans. Chez les Kalash, la mort est honorée, non pas cachée. La cérémonie s'appelle Shruga. La musique emplit l'air. Des danseurs tournent autour du corps. Les membres de la famille tirent des coups de fusil vers le ciel des montagnes. On place de l'argent et des cigarettes dans le chapeau du défunt honoré afin que son âme n'arrive pas dans l'au-delà démuni. Il ne s'agit pas d'un festin, mais d'un passage. Les Kalash croient que chaque animal offert, généralement entre 340 chèvres et un taureau, devient une sorte de passeport. Le festin aide l'âme à passer de Pragata à Yesta, de la moitié impure de l'existence à la pureté de l'au-delà. Le prix à payer est très élevé. Des rapports vérifiés le Pakistan indiquent qu'un seul enterrement Kalash peut nécessiter environ 30 chèvres, une vache, 100 kg de ghee et 120 kg de fromage. Cela représente environ 1 300 000 roupies, soit près de 5 000 $. Pour une famille d'agriculteurs, c'est une somme considérable. La plupart des familles Kalash terminent les funérailles avec moins de ressources qu'au début. Malgré tout, elles persévèrent. Comme l'a déclaré un homme âgé à une équipe de tournage de documentaires. Les morts devraient quitter ce monde les bras ouverts en riant, car sinon ils ne se sentiront pas les bienvenus dans l'autre. Mandayak, la nuit où les Kalash nourrissent leurs esprits. Séjournez dans une vallée Kalash durant la 2e semaine de décembre, aux alentours de la pleine lune, et vous ressentirez l'atmosphère du village. Un silence étrange s'installe. Les portes se ferment, les voix s'éteignent. Dehors, un unique feu de joie brûle dans la neige. C'est Mandayak, le rituel le plus intime des Kalash. La nuit de Mandayak est célébrée la 6e nuit du festival Chameau, entre le 12 et le 13 décembre, souvent sous la pleine lune. Les Kalash croient que durant cette nuit particulière, la frontière entre les vivants et les morts s'amenuise considérablement. Durant la journée, les familles évitent les disputes, car une maison emplie de colère pourrait chasser les ancêtres. À la tombée de la nuit, les femmes préparent du pain, des noix et des citrouilles, des aliments que, selon la tradition, les ancêtres auraient souhaité goûter. Le pain est placé dans des paniers à l'intérieur de la maison. Les portes se ferment hermétiquement. Un vieil homme nomme chaque membre défunt de la famille et l'invite à dîner. Dehors, un feu de joie est allumé. Ces flammes servent de phare, guidant les esprits jusqu'à leur porte. Le Mandayak n'est pas propre au monde Kalash. Au Mexique, on célèbre le jour des morts avec le pan de Muerto, pain des morts, dans les traditions des hôtels familiaux. Au Japon, il y a l'Ovon, où des lanternes guident les esprits au-dessus de l'eau. Le monde celtique fêtait Sama, une fête qui a donné naissance à Halloween. Ces 4 traditions se résument à une tradition culinaire, une tradition du feu et une nuit sacrée. Cependant, les anciens Kalash, vivant dans leur vallée, n'ont jamais eu de contact avec ces coutumes.
Deux autres mystères Kalash demeurent enfouis dans cette même ombre. Le premier est le corbeau blanc, messager entre les Desa et les Kalash, un oiseau commun transformé par la grâce divine. Le second est le Budalak, un ancien rite d'automne lié à la fête de la piscine, où un jeune berger lui avait, pour un temps, le droit de choisir une femme comme compagne de fête. Ce rôle n'existe plus. Les Budalaks ont disparu à cause du calendrier chargé, mais en leur absence, la question silencieuse que les Kalash adressent chaque année en décembre à leurs ancêtres demeure. Si nous les oublions, qui se souviendra de nous? Bachali, la maison interdite aux hommes. À la périphérie de chaque village Kalash se dresse une petite structure en bois, à l'écart des habitations principales, près d'un ruisseau. Avec une unique porte, nul étranger n'y pénètre, pas même les hommes Kalash. Même les jeunes enfants sont tenus à l'écart de ces murs. Ce lieu, appelé Bachali, est l'un des plus méconnus de toute l'Asie du Sud. C'est là que les femmes Kalash trouvent refuge pendant leur menstruation et après l'accouchement. Une femme peut y séjourner 7 jours durant son cycle et 10 jours, voire plus, après avoir accouché. Sa famille lui apporte à manger, mais ne joue jamais de musique en son honneur. Dans la religion Kalash, l'univers est divisé en 2 sphères. Onesta signifie pur, Yata signifie impur. Les montagnes, les genévriers, les chèvres et les grands hôtels appartiennent à Yesta, les vallées aux poulets. Les cimetières et le corps féminin pendant les menstruations appartiennent à Pragata. Bachali est le lieu de rencontre de ces 2 forces. L'anthropologue Win Maggie, qui a vécu plusieurs années au sein de la famille Kash, a découvert que les femmes Kalash ne décrivent pas le Basili comme une punition, mais comme un petit refuge, un espace pour se reposer, parler librement et transmettre le savoir de génération en génération. Le Basili est souvent confondu avec le Chopadi, l'exil menstruel dangereux pratiqué dans certaines régions du Népal. Or, le Basili est différent. Il est accepté et maintenu par les femmes Kalash elles-mêmes. Une visiteuse étrangère a écrit avoir passé une semaine comme une femme Kalash, se lavant les cheveux dans la rivière et portant des vêtements traditionnels. Elle a affirmé que ce fut l'une des plus belles semaines de sa vie. Vivriez-vous dans une société où chaque femme aurait son propre espace sacré, à l'abri des hommes? Partagez votre avis ci-dessous et indiquez-nous d'où vous nous suivez. Nous lisons tous les commentaires. Coutumes à respecter. Bien que leur culture permette une grande liberté, les Kalash suivent un code très strict. Il est interdit de toucher certains objets, de manger certains aliments ou de prendre des photos. Toute infraction à ces règles peut entraîner le sacrifice d'une chèvre pour établir l'ordre. L'exemple le plus connu est celui du mur de Basali. Si un homme, un garçon ou même un jeune enfant pénètre dans la partie extérieure de Basali, tout le village donne l'alerte. Le seul moyen de rétablir l'équilibre est le sacrifice d'une chèvre, accompli par un ancien, pendant que des prières sont récitées en langue Kalash. La seconde règle concerne la viande. Les chèvres et les taureaux sacrifiés sur les autels masculins appartiennent au royaume d'Ongesta. Seuls les hommes peuvent consommer cette viande. Si une femme y goûte par inadvertance, même une simple bouchée, elle est considérée comme impure pour le restant de ses jours. Le seul moyen de retrouver l'équilibre est de sacrifier sa propre chèvre et d'en donner la viande aux hommes du village, selon un système établi pour maintenir ces 2 énergies séparées. La photographie est la 3e règle, et c'est celle que les visiteurs étrangers enfreignent le plus souvent. Les Kalash accueillent généralement chaleureusement leurs hôtes. Ils partagent nourriture et récits, mais beaucoup d'entre eux, surtout les femmes, ne souhaitent pas que leur visage apparaisse sur Internet sans leur autorisation. Comme le déclare un porte-parole de Kash au début d'un documentaire pakistanais bien connu, ne venez pas ici pour nous photographier sans permission. Nous ne sommes pas comme certaines vidéos tentent de nous dépeindre. De plus, il existe une règle tacite dans chaque foyer Kalash, le coin sacré appelé Kuna. Lors de la construction d'une nouvelle maison, la famille répand du sang de chèvre sur le mur de la chambre des enfants pour accueillir la divinité protectrice du foyer. Ce moment, ce coin, est considéré comme un sanctuaire privé. Si ces règles vous semblent familières, ce n'est pas un hasard. Plusieurs érudits ont comparé le code de pureté Kalash aux différences entre pur et impur décrites dans les anciens livres de la Bible hébraïque. Les 2 systèmes soulèvent la même question: comment honorer à la fois le corps et le divin au sein d'un même petit village? La solution de Kalash consiste à tracer très clairement la ligne de démarcation, parfois au prix d'une chèvre. Chant perdu et langue au bord du silence. Lorsqu'une culture survit, c'est souvent grâce à ces chants. Les Kalash le savent bien, car leur langue, véhicule de chaque chant, de chaque prière et de chaque verset cérémoniel, est en grand danger.
Le peuple Kalash parle le Kalashi, parfois orthographié Kalazama. Les linguistes le classent parmi les langues Kalash. Le dardique est une langue indo-européenne. Il appartient à la même grande famille de langues que le grec, le latin, le sanskrit et l'anglais. Bien qu'appartenant à une branche beaucoup plus ancienne, près de 4000 personnes parlent le Kalashi comme langue maternelle. L'UNESCO le classe parmi les langues en danger critique d'extinction. Le mot Kalashi pour soleil a une sonorité très proche du terme sanskrit, Surya. Certains chercheurs avancent que le Kalashi a conservé des traces de siècles d'échanges commerciaux dans les montagnes. Le chant Kalashi le plus connu s'appelle Pashwo. En 2018, une vidéo a fait surface sur Internet montrant deux jeunes filles, Ariana, alors âgée d'environ 13 ans, et sa cousine Amrita, vers 11 heures du matin, assises sur une véranda en bois et chantant dans leur vallée natale. Elles portaient leur turban traditionnel Shisheya. Elles souriaient avec cette confiance tranquille propre aux enfants qui se sentent appartenir à un lieu. La vidéo est devenue virale sur Internet. On estime qu'elle a dépassé les 50 millions de vues dans le monde et a été partagée sur de nombreuses autres plateformes. Soudain, des personnes de tous les continents ont commenté sur Kalashi, reprenant le refrain par cœur. Pashbo a accompli en 3 minutes ce qu'aucun festival n'avait réussi à faire. Il a fait connaître la musique du peuple Kalash au reste du monde. Aujourd'hui, la plupart des enfants Kalash fréquentent les écoles publiques où l'ourdou est la langue d'enseignement. Seuls 18% environ des femmes parlent le Kalash et 25% des hommes Kalash achèvent leurs études secondaires. Quand les études, les emplois et les services commencent, que les instances gouvernementales fonctionnent en ourdou, le Kalachnikov commence à être perçu comme la langue des grands-parents. C'est précisément à ce moment-là qu'une langue commence à disparaître. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce chapitre, que ce soit le Pashwo, laissez un commentaire pour le dire. Dites-nous de quel pays vous nous regardez afin que Kalachnikov sache qui écoute notre musique. Comment visiter les vallées Kalash en pratique? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous planifiez probablement déjà un voyage. Voici un guide pratique. Le peuple Kalash vit dans 3 vallées. Bumburet est la plus grande et la plus facile d'accès. On y trouve davantage de maisons d'hôtes et c'est là que se déroulent les principales cérémonies Yoshi. Rimbur est plus petite, plus calme et réputée pour son hospitalité. C'est pourquoi de nombreux voyageurs y passent une nuit. Bir est la plus petite et a conservé un mode de vie plus traditionnel. Peu de touristes s'y rendent, et la vallée célèbre encore son festival d'automne, une version plus discrète de la traditionnelle piscine naturelle. La plupart des voyageurs arrivent d'abord à Islamabad. De là, la route traverse le tunnel de Lowari, ce qui a réduit le trajet entre Islamabad et Chitral de 14 heures à environ 10 heures. Il existe également un vol de correspondance de 45 minutes pour Chitral, pour environ $50 américains. De Chitral, un trajet de 2 heures en jeep vous mènera aux vallées. Vous n'avez pas besoin de permis spécial, seulement d'un visa pakistanais. Depuis 2024, le Pakistan délivre des visas électroniques en ligne pour environ $60 américains, avec un délai de traitement généralement de 48 heures. L'hébergement est simple. Les chambres coûtent entre 8 cents et 2000 roupies par nuit, soit environ 3 à 7 $. Il n'y a ni hôtel de luxe ni grands hôpitaux. Les voyageurs expérimentés emportent donc généralement une trousse de premier secours. Si vous souhaitez admirer les couleurs printanières, rendez-vous à Chilim Yoshi du 13 au 16 mai pour la fête des récoltes et la cérémonie de passage à l'âge adulte, traditionnellement marquée par la pose de couronnes de fleurs. Planifiez votre voyage près d'Usha autour du 22 août pour contempler le sommet enneigé de l'année du choc. Voyagez à chameau à la mi-décembre et notez que certains sites sacrés sont fermés au public. Les hommes venant de l'extérieur de la ville ne sont pas autorisés à y entrer. Un dernier conseil pour les voyageurs solitaires, faites appel à un guide local par l'intermédiaire de votre guest house. Portez un pantalon et des manches longues et apprenez au moins un mot en Kalashi, en Ispata, que signifie « bonjour ». Ce mot peut ouvrir plus de portes que n'importe quel objectif d'appareil photo. Le dernier, village Kalash. En 1995, l'anthropologue Win Maggie prédisait que les Kalash, qui comptaient alors un peu plus de 3000 personnes, disparaîtraient probablement d'ici 50 ans, aux alentours de 2045. Il s'est trompé, et c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, entre 3800 et 5000 Kalash vivent encore dans les 3 vallées. Leur taux de natalité est resté stable. Depuis 2018, des initiatives du gouvernement pakistanais protègent leur festival en tant que patrimoine immatériel et jusqu'en 2024,
Les vallées Kalash figuraient sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant ainsi leur statut d'exemple exceptionnellement rare et bien préservé d'un système culturel autochtone vivant. Mais l'avertissement de Maggie n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. L'extinction n'est plus le principal danger, c'est désormais l'homogénéisation culturelle. Environ 1% de la population se convertit chaque année à la religion majoritaire, non par obligation directe, mais discrètement, par le biais de mariages avec des personnes non Kalash, de l'enseignement en ourdou et du départ des jeunes des vallées pour chercher du travail en ville. Cependant, un événement inattendu se produit sur YouTube pour Maggie. En 2019, un homme a laissé un commentaire de 6 mots sous un documentaire sur les Kalash. Je suis un Kalash de la vallée de Kalash-Rambur. Depuis, ce commentaire est devenu le plus apprécié de la vidéo. Des centaines de réponses sont arrivées d'Argentine, de Chypre, d'Inde, de Lituanie et d'Albanie, lui disant qu'elle avait vu le monde. Une tribu de 4000 personnes, cachée dans une vallée montagneuse, a découvert un public mondial sans même avoir quitté sa région natale. Internet ne sauvera pas les Kalash, certes, mais peut-être leur offre-t-il quelque chose qu'ils n'ont pas connu depuis 2000 ans. Si vous pensez que ce peuple, sa langue, son vin, ses dieux et ses récits méritent de perdurer au siècle prochain, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Laissez un commentaire indiquant votre pays de résidence afin que les Kalash sachent qui les suit, et abonnez-vous pour en savoir plus. Des tribus oubliées du monde. Leur existence dans 50 ans dépend, en silence, du nombre d'entre nous qui se souviennent de leur existence.